Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors en général, quand on cherche une belle valeur sur les marchés financiers, on a tendance à regarder sa croissance, son endettement, sa valorisation, enfin tous ces critères assez classiques et puis finalement assez simples parce que c'est quantitatif, c'est des chiffres, donc on voit assez rapidement si l'entreprise a de la croissance ou n'en a pas, est très endettée ou n'en a pas. Et c'est vrai qu'un autre critère, mais qui est plus difficile à juger, ça va être la qualité du management. Et pourtant, sur le management, s'il y a bien quelque chose qui est facile à savoir, c'est est-ce que le manager, le dirigeant, c'est le fondateur ou bien est-ce qu'il fait partie de la famille du fondateur? Ce qu'on va classer globalement dans les entreprises familiales. Ou bien est-ce que le PDG actuel, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur? Et sur le thème des entreprises familiales, le Crédit Suisse fait régulièrement des études et dans la dernière, c'est assez intéressant parce qu'il trouve une surperformance de 3,7% en moyenne par an, ce qui est assez énorme, et surtout en Europe et en Asie, c'est là que c'est le plus impressionnant avec respectivement 4,7% et plus de 5% de surperformance par an. Alors quand on pense entreprise familiale, on a tendance à penser en premier à toutes ces entreprises qui ont encore le nom de leur fondateur, BIC, Bonduelle, etc. Mais quand on regarde les 25 plus grosses entreprises considérées comme familiales dans la base de données de Crédit Suisse, on tombe sur Alphabet, Facebook, Alibaba, Walmart, Samsung, Roche, LVMH, Tesla. Et finalement, une grosse partie des leaders américains, chinois ou français sont des entreprises familiales. On est loin finalement de l'image de PME qu'on peut avoir. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des régions avec les entreprises familiales d'Europe et d'Asie qui surperforment les entreprises non familiales. Alors, c'est vrai aussi aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, les familiales surperforment les non familiales, mais c'est un peu moins flagrant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pays qui sort du lot, c'est le Japon. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du marché japonais, mais là-bas, les entreprises familiales écrasent totalement les non familiales. C'est limite le seul facteur à utiliser pour investir au Japon. Sinon, dans l'étude de Crédit Suisse, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé les performances en fonction de la génération qui est à la tête de l'entreprise. Est-ce que c'est le fondateur, donc la génération 1, les enfants, donc la génération 2, les petits-enfants, génération 3, etc., etc. Et dans l'ensemble, plus la génération est récente, plus les entreprises performent. Alors on pourrait penser que ça confirme la croyance selon laquelle la première génération, c'est celle des entrepreneurs, des créateurs de richesse. La génération suivante, elle hérite de la richesse, et on va dire plutôt la maintient, et la troisième génération la dépense. Et en fait, ça confirme, mais pas vraiment cette théorie, parce que même si les générations 3, 4 et 5 font moins bien que les générations 1 et 2, ces entreprises familiales font toujours mieux que les entreprises non familiales. Et autre découverte intéressante, les 25 plus vieilles entreprises familiales, que je vous mets à l'écran sur le tableau de droite, elles font course en tête avec les générations 1 et 2. Mais moi, ce que je retiens aussi de tous ces graphiques, c'est que finalement, quelle que soit la génération et quel que soit le pays, les entreprises familiales surperforment les entreprises non familiales. Si on jette maintenant un petit coup d'œil aux critères ESG, donc environnement, social, gouvernance, encore une bonne surprise. En 2014, les entreprises familiales étaient moins performantes que les non familiales sur les 3 critères. Mais du côté social et surtout de l'environnement, chaque année, les entreprises familiales ont progressé par rapport aux non familiales et elles ont aujourd'hui une belle longueur d'avance. Alors pour ceux qui écoutent en podcast, c'est pas forcément clair ce que je dis, mais si vous avez le graphique sous les yeux, on voit qu'en 2014, les familiales étaient en retard sur les critères ESG et maintenant elles ont une grosse avance. Alors c'est uniquement ça sur la partie environnement et social. Et c'est vrai qu'on peut penser que c'est normal parce que quand les histoires d'une famille et d'une entreprise sont imbriquées, sont emmêlées, finalement, chaque scandale qui éclabousse l'entreprise touche aussi la famille, donc elles ont tendance à être plus responsables. Après, il y a quand même une différence et de taille, et c'est sur la gouvernance. Alors, c'est pas une surprise, parce qu'on sait que les actionnaires minoritaires ont quand même tendance à passer parfois derrière les intérêts de la famille dirigeante. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu, mais on voit que ça n'impacte pas la performance des entreprises. Donc finalement, il faut accepter d'être un minoritaire, traité comme un minoritaire avec peu de droit de regard sur ce que fait l'entreprise. Et même dans des domaines où on n'attend pas les entreprises familiales, comme par exemple les brevets, elles sont encore en tête. Alors je dis entreprise familiale, mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est les entreprises de fondateurs. Parce que c'est une étude sur les entreprises du S&P 500 qui a montré que les entreprises dont le fondateur est encore aux manettes, donc la génération 1, génèrent 31% de brevets en plus, leurs brevets ont plus de valeur et puis ils réinvestissent plus.
Bon, c'est vrai que sur cette étude, il y a quand même un biais, puisque si le fondateur est encore à la tête de l'entreprise, ça veut dire que l'entreprise est plus récente que la moyenne, donc on peut considérer que c'est normal qu'elle soit plus innovante. Bon, jusqu'ici, c'est assez clair. On voit que les entreprises familiales performent beaucoup mieux que les non familiales. Mais d'où vient cette surperformance ? Déjà, un point important, c'est la confiance. La probabilité d'avoir une fraude, une malversation un peu du type Wirecard est plus faible. À nouveau, ça vient du fait d'avoir son nom ou celui de sa famille qui est lié à l'entreprise, qui vont limiter les comportements à risque. Après, le principal avantage en général de ce type d'entreprise, c'est surtout qu'il y a un alignement des intérêts entre actionnaires et dirigeants. Parce qu'un salarié, il reste un salarié, même PDG. Même avec une partie du salaire versé en stock option, ça va rester quand même quelqu'un qui est là pour un certain temps, qui est, on va dire, dans un type de CDD. Alors que le PDG actionnaire familial historique, qui possède plusieurs pourcents ou plusieurs dizaines de pourcents de la boîte, va forcément avoir des intérêts similaires à ceux des autres actionnaires. Là où un PDG salarié aura tendance à faire plaisir aux actionnaires à court terme, pour par exemple faire une belle publication de résultats à un certain trimestre, lui va plutôt le faire en baissant drastiquement les coûts, parce que c'est finalement plus simple d'avoir un effet drastique sur quelques mois en baissant les coûts, plutôt que d'essayer d'améliorer les marges, d'augmenter la croissance, etc. Donc on voit que la vision long terme est beaucoup plus du côté de l'actionnaire dirigeant familial que du PDG salarié qui va juste rester là quelques années et puis aller dans une autre boîte. Point suivant, qui est relativement évident, c'est la passion. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, ils ne travaillent pas que pour l'argent. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas pour l'argent, mais ils ne travaillent pas que pour l'argent. Leur entreprise, c'est leur bébé, c'est leur passion. Ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils ne pensent qu'à ça jour et nuit. Et je ne pense pas qu'on puisse retrouver la même passion chez un PDG salarié classique. Un point qui est souvent négligé quand on analyse une société, c'est la culture. Et la plupart des entreprises familiales ont une culture qui est très forte, qui est maintenue ou bien qui a été léguée par le fondateur. Et moi qui ai travaillé dans des entreprises non familiales, c'est vrai qu'on voit la culture qui change ou qui essaye de changer à chaque changement de PDG, c'est-à-dire tous les 5 ans. Alors que c'est pas du tout ce qui arrive dans les entreprises familiales. Quand le PDG reste 30 ans aux commandes et puis ensuite qu'il lègue à son fils ou bien à son petit-fils ou fille et petite-fille, c'est vrai que la culture est dans l'ensemble fortement maintenue. Alors vous l'avez bien compris, il faut absolument abandonner tous vos clichés sur les entreprises familiales. On est très loin du cliché de la PME familiale dans un secteur traditionnel potentiellement en déclin, pas très intéressante pour un investisseur. Je vous remets la liste à l'écran, mais on a une grande partie des leaders mondiaux qui sont encore gérés par le fondateur ou bien la famille du fondateur. Et je le répète, mais toutes les entreprises familiales, quelle que soit leur région, quelle que soit la génération qui est aux commandes, surperforment les autres entreprises. Alors, ce n'est pas toutes, mais en moyenne, elles surperforment les autres entreprises. Donc, vous l'avez bien compris, s'il y a un critère du côté du management à rajouter dans votre checklist quand vous faites un investissement, c'est est-ce que le management est le fondateur ou fait partie de la famille du fondateur, ce qui ne veut pas dire qu'il faut éviter les entreprises non familiales, mais vous savez que c'est toujours un plus d'investir dans une entreprise familiale. Voilà, merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, etc. comme d'habitude, et à bientôt pour d'autres vidéos.